Le président sri-lankais Rajapaksa annonce qu'il va démissionner le 13 juillet. Samedi, sa résidence officielle a été prise d'assaut par des manifestants. Des véhicules blindés britanniques sont arrivés dans le Donbass, tandis que des militaires ukrainiens sont partis s'entraîner au Royaume-Uni. Sur le terrain, les bombardements russes se poursuivent. Après le drame de Melilla fin juin, l'Union européenne et le Maroc s'accordent sur un partenariat rénové afin de combattre les réseaux de traite humaine. Scène de chaos ce samedi dans les rues de Colombo, la capitale du Sri Lanka. Des centaines de manifestants ont envahi la résidence officielle du président Gotabaya Rajapaksa, l'obligeant à fuir. Samedi soir, le chef de l'État sri-lankais en poste depuis novembre 2019 a annoncé qu'il allait démissionner mercredi 13 juillet. Les protestataires demandaient son départ depuis des mois. Ils lui reprochent d'être responsable de la grave crise économique que traverse le pays. Pour le moment, je pense que la lutte progresse avec succès. Et je souhaite le meilleur pour la lutte. Et à la fin, nous ferons de bons changements pour notre pays. Autre cible des manifestants, le Premier ministre numéro 2 sur l'échiquier politique. Après avoir convoqué une réunion d'urgence avec les dirigeants des partis politiques et les parlementaires, il s'est dit prêt à démissionner pour laisser place à un gouvernement d'union nationale. En fin de journée, des manifestants ont mis le feu à son domicile alors que les forces de l'ordre tentaient de disperser l'immense foule rassemblée dans la capitale. Depuis le mois d'avril, le pays est enlisé dans une crise sans précédent. Inflation galopante, pénurie en tout genre, le Sri Lanka manque de tout, essence, électricité, nourriture et médicaments. Des véhicules blindés britanniques arrivent sur la ligne de front dans le Donbass, bombardés de façon incessante ce samedi qui marquait le 136e jour de guerre en Ukraine. Les forces du Kremlin assurent avoir infligé des dégâts importants à l'armée et au matériel ukrainien dans certaines régions. Ce commandant d'une unité de chars ukrainiens assure que ces hommes ont besoin de chars, d'obusiers et de beaucoup d'artillerie à longue portée. Outre la livraison de matériel, former les soldats ukrainiens est aussi une priorité. Ce samedi, dans le cadre du soutien de Londres à Kiev, un premier groupe de militaires ukrainiens est arrivé au Royaume-Uni pour y être entraîné. Ce programme doit durer plusieurs semaines. Lorsque vous êtes en guerre et que vous combattez contre la Russie, vous devez vous assurer que vous êtes aussi performant que possible et c'est le processus que nous commençons à mettre en place ici. Sur le terrain, les Russes poursuivent le pilonnage de la région de Donetsk, entre autres, affirmant notamment ce samedi avoir frappé avec succès un entrepôt d'armes fourni par les États-Unis aux forces armées ukrainiennes. Sur la route de Kramatorsk, l'ennemi russe a aussi bombardé des infrastructures civiles dans plusieurs districts. Le ministère russe de la Défense revendique aussi des frappes sur Kharkiv, où 6 civils ont été blessés. Les gouverneurs de l'oblast de Kharkiv et de Donetsk ont par ailleurs accusé les forces russes de provoquer avec leurs tirs des incendies, notamment dans des champs, pour tenter de détruire les récoltes par tous les moyens. À l'aéroport de Budapest en Hongrie, malgré certains retards d'avion, le trafic de passagers est plutôt fluide et les performances restent bien meilleures que dans d'autres terminaux européens. Reste qu'ici, comme ailleurs dans le monde, le secteur aérien a été très impacté par la crise du Covid. Il compte 2,3 millions de travailleurs de moins qu'en 2019 et la main-d'œuvre restante fait de plus en plus souvent grève pour obtenir des augmentations de salaire. Nous sommes notamment confrontés au défi des sociétés d'assistance en escale. Elles sont toutes partenaires des compagnies aériennes. Ce sont elles qui s'occupent de l'enregistrement, de l'embarquement et du traitement des bagages, entre autres choses. C'est le cas ici en Hongrie, mais surtout à l'international, où la pénurie de main-d'œuvre est très importante, surtout concernant les bagagistes. Et bien sûr, si vous n'avez personne pour entretenir l'avion, il aura du retard. Depuis la levée des restrictions sanitaires dans de nombreux pays, les transporteurs font face à de nombreux défis pour répondre à une demande en forte hausse, principalement à cause de difficultés à recruter. La situation est notamment très chaotique au Royaume-Uni et pas seulement à cause de la pandémie. La situation est bien pire au Royaume-Uni à cause de la politique stupide du Brexit. Là-bas, ils ne peuvent plus recruter de jeunes Européens pour faire le travail que les Britanniques ne veulent pas faire. Je pense donc que les aéroports britanniques continueront à manquer de personnel et que nous souffrirons encore de nombreux retards dans le contrôle du trafic aérien dans les aéroports.
Dans les aéroports parisiens, la situation semble à peu près sous contrôle. Les employés ont voté vendredi matin la levée de leur préavis de grève après avoir obtenu des revalorisations salariales in extremis avant le début de l'affluence des grands départs en vacances. L'Union européenne et le Maroc ont lancé ce vendredi un partenariat amélioré afin de combattre les réseaux de traite humaine. Objectif notamment contrer l'émergence de nouveaux modes opératoires extrêmement violents adoptés par les passeurs. L'accord a été scellé lors d'entretiens à Rabat entre la commissaire européenne aux affaires intérieures, le ministre marocain de l'Intérieur et son homologue espagnol. Nous devons nous féliciter des réunions tenues et des conventions signées pour expliquer nos travaux mutuels. Nous avons à cœur de gérer le dossier de la migration clandestine. Nous continuons à travailler en profondeur pour lutter contre les réseaux criminels qui utilisent la violence et exploitent les migrants. Ce partenariat renforcé devrait couvrir notamment le soutien à la gestion des frontières, le renforcement de la coopération policière, ainsi qu'avec les agences de l'Union européenne chargées des affaires intérieures. Nous avons discuté de la manière dont nous pouvons continuer à coopérer pour lutter contre les passeurs et empêcher que ne se reproduisent des situations aussi violentes et dangereuses que celles que nous avons connues il y a 2 semaines. Fin juin, 2000 migrants en situation irrégulière avaient tenté de forcer le passage vers l'enclave espagnole de Melilla à partir du territoire marocain. La tentative avait fait 23 morts parmi les migrants selon les autorités marocaines, au moins 37 selon des ONG. Le corps de Shinzo Abe a été rapatrié ce samedi à son domicile de Tokyo. Le Japon est en deuil au lendemain de l'assassinat de son ancien Premier ministre, abattu de 2 balles dans le cou alors qu'il tenait un meeting électoral en pleine rue dans la ville de Nara. De nombreux Japonais se pressaient pour rendre hommage à celui qui a régné durant près de 9 années, un record de longévité pour un Premier ministre japonais. Il a contribué et aurait pu contribuer encore beaucoup plus pour le pays. C'est une grande perte pour le Japon, dit cet homme. C'est incroyable de voir une attaque comme celle-ci dans un Japon sûr. C'est incroyable que quelqu'un se promène avec une arme comme cela. L'assassin, un ancien membre de la marine japonaise d'une 40aine d'années, a été arrêté. Les raisons de son geste demeurent floues. La mort de l'ex-premier ministre japonais a ému de nombreux dirigeants étrangers, dont le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, ici lors du G20 en Indonésie. Nous sommes tous sous le choc, dit-il. Shinzo Abe était un ami de l'Europe. Il a beaucoup contribué à l'amitié entre le Japon et l'Union européenne, ainsi qu'au progrès et à la stabilité du monde. Autre réaction, celle du président américain Joe Biden, qui s'est rendu à l'ambassade du Japon où il a signé un livre de condoléances. J'aimerais dire quelques mots sur le meurtre horrible et choquant de mon ami le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Je prie pour sa femme et sa famille. Les États-Unis sont solidaires de notre allié, le Japon. Enfin, à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU a observé 1 minute de silence à la mémoire de Shinzo Abe, dont les funérailles doivent avoir lieu mardi à Tokyo. Elon Musk renonce finalement à racheter Twitter. Le patron de Tesla et SpaceX accuse le réseau social de ne pas avoir été transparent sur le nombre de faux comptes présents sur la plateforme, que Twitter estime à moins de 5%, un chiffre faux selon le milliardaire qui remet en cause la valeur réelle de la société. Aussitôt après la rupture de l'accord de l'achat, le groupe californien a annoncé une action judiciaire contre Elon Musk. 3e jour de la Sainte Fermine à Pampelune, avec ses lâchers de taureaux, c'est la plus célèbre des fêtes d'Espagne. Annulée les 2 dernières années en raison du Covid, c'est donc son grand retour. Depuis jeudi, des milliers de coureurs se sont élancés dans les rues de la ville. Ce samedi, au moins 2 personnes ont été blessées par des coups de corne. Elena Rybakina sacrée à Wimbledon, la joueuse kazakh de 23 ans a décroché le premier titre de sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem face à Ons Jabeur. Cette finale avait pourtant commencé à l'avantage de la Tunisienne numéro 2 mondiale, victorieuse du premier set 6-3. Mais Elena Rybakina, 23e joueuse au classement WTA, a su renverser la tendance et empocher les 2 derniers sets.
Score final 3-6, 6-2, 6-2. Elle devient ainsi la première joueuse kazakh à inscrire son nom au palmarès de Wimbledon et du tennis mondial.